Bien, alors donc moi je vais intervenir effectivement à partir d'un autre point de vue, qui n'est pas celui de l'historien, du chercheur, voilà, d'une perspective de l'histoire, mais qui est plutôt le point de vue d'une psychosociologue qui est à partir d'une pratique de formation, essentiellement de formation, que j'ai conduite ici au CNAM, voilà, dans cette noble institution, où j'ai beaucoup mis en œuvre la démarche des récits de vie dans un travail sur les parcours des professionnels qui viennent ici se former en histoire et donc pour mieux comprendre ce qui les conduit justement à reprendre des études, puisque on est dans l'établissement de promotion sociale. Donc qu'est-ce qui conduit les individus à reprendre des études? Qu'est-ce qui les conduit à aborder un nouveau métier, par exemple, un métier qu'ils estiment en venant ici? Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, qui est un cadre de formation d'auditeurs ou de professionnels. J'ai aussi donc formé des professionnels qui utilisent la démarche des récits de vie dans des contextes extrêmement différents. Pour donc mieux... Alors donc ça signifie que par rapport à ce qui est présenté, on est centré davantage sur l'expérience des individus et donc c'est une approche, je vais développer quelques éléments, d'une approche qui se situe au croisement de la sociologie clinique ou de la psychosociologie et de la narratologie, puisque je vais essentiellement donc me référer à ce qu'on appelle l'approche biographique, qui est née dans le cadre de l'école de Chicago comme outil. Donc le récit de vie étant un outil de recherche au départ dans les années au début du XXe siècle, 1914-20. Donc c'est l'approche biographique qui me sert un peu de référence sur le plan théorique, et à partir duquel donc se sont développées toutes les démarches que l'on désigne aussi comme étant des démarches histoire de vie ou récit de vie. Donc moi je préfère d'ailleurs le terme récit de vie parce que c'est un terme qui désigne mieux ce qui fait la spécificité du discours à partir duquel on recueille l'expérience, l'histoire des individus. C'est-à-dire que l'histoire ne nous est pas transmise dans le cadre notamment des collectes de mémoire, nous est transmise sous la forme d'un récit. Donc dans cette... donc c'est sous la forme d'un récit qu'on recueille la mémoire, les souvenirs, et c'est par l'acte de se raconter que la personne cherche à transmettre quelque chose de son expérience, de ses savoirs, de ses savoir-faire, de ses éléments, des éléments de son vécu. Voilà, donc c'est pour ça que je vais, moi, essentiellement m'appuyer sur ma pratique des récits de vie pour essayer quand même, dans ce cadre-là, qui est différent de celui dans lequel j'intervenais, de poser un certain nombre de questions méthodologiques que pose le témoignage pour les historiens, puisque la référence dans le cadre de ce projet passerelle de mémoire, c'est quand même toujours la référence à la pratique de l'historien, aux démarches historiques. Donc voilà, un certain nombre de questions méthodo que pose le témoignage aux historiens, et plus particulièrement, je dirais, ou plus généralement, aux collecteurs de mémoire, puisque vous êtes un certain nombre ici, et ce qui nous importe aussi, c'est de traiter un certain nombre de questions qui puissent aider, éclairer la pratique, les projets des personnes qui ont comme projet justement de recueillir la mémoire, les souvenirs des personnes qu'ils sollicitent. Alors, les différentes, comme je disais, le récit, c'est le discours par lequel se construit le témoignage, et donc je vais essayer d'aborder un certain nombre de questions qui visent à mieux comprendre ce qui se joue dans l'acte de se raconter, puisque à chaque fois donc, on sollicite une personne en vue de se raconter, d'une perspective donc de raconter des éléments de son expérience. Donc qu'est-ce qui se joue dans cette activité-là? Donc je vais me centrer du point de vue
de l'activité narrative du sujet à qui on propose justement cette activité, de se raconter, et du point de vue de celui qui conduit la collecte, le récit, la demande de récit. Voilà. Donc il s'agit de mieux saisir la valeur du récit, sa valeur documentaire, mais pas seulement, sa valeur historique, et mieux aborder la relation témoin, hein, donc préparer, je dirais, donner quelques éléments, et choisir les méthodes qui permettent de choisir, quand on est en situation de recueillir la mémoire, donc de choisir les méthodes de recueil du récit. Voilà, alors les questions que j'ai traitées, mais je ne sais pas si je vais y arriver en 40 minutes, en tout cas, on va essayer. Donc c'est la question du dispositif du recueil du récit, mais qui n'est absolument pas un dispositif filmique, parce que moi je n'ai pas du tout traité cette question. Donc la question du dispositif, c'est quand même déterminant pour savoir dans quel contexte on intervient. La question du récit de vie comme moyen d'accès à l'histoire individuelle et collective. La question de la fiction également, vérité historique ou pas, à travers le récit que produit donc un individu, une personne qu'on sollicite, et la question de la transmission, et plus particulièrement à quelles conditions on peut estimer estimer que le récit est susceptible de transmettre quelque chose de l'expérience vécue par la personne interrogée. Voilà, donc je vais reprendre un certain nombre de fondements théoriques et l'intérêt de l'approche biographique pour ce recueil de témoignages, même si, comme vous voyez, on change complètement de cadre d'intervention. Donc, dans l'approche biographique des parcours à laquelle je me réfère, quand on sollicite un récit de vie, la perspective n'est pas la collecte de mémoire ou d'éléments d'expérience dans le but de faire œuvre d'historien, donc d'écrire l'histoire. La perspective, c'est pas d'écrire l'histoire, mais c'est donc de partir de différentes histoires individuelles pour... donc on n'est pas centré sur les faits historiques. La finalité n'est pas le recueil de l'histoire, mais la compréhension de l'histoire vécue par le sujet lui-même. C'est ça qui nous... qui fonde un peu cette approche quand on s'adresse à des personnes, c'est chercher à comprendre l'histoire que la personne est en train de nous raconter par rapport à une proposition qu'on lui a faite, qu'on lui a adressée, et donc quel est le sens que la personne attribue à son passé, à son itinéraire. Voilà, on se centre aussi bien sur son histoire, l'itinéraire de vie, son parcours professionnel ou personnel, des éléments d'expérience, des pratiques spécifiques, voilà, des épreuves vécues, comme la maladie par exemple. Enfin, donc, on peut solliciter le récit sur des pratiques extrêmement différentes. Bon, si j'ai l'occasion, je me référerai à ce travail que j'ai conduit avec des infirmiers en psychiatrie, qui a donné lieu à cette publication, où l'objectif était justement un but de transmission des infirmiers formés avant 1992 à la psychiatrie, à être capables d'intervenir dans les services de psychiatrie, alors que à l'heure actuelle, les jeunes infirmiers qui intègrent ces services-là, l'hôpital psychiatrique, n'ont plus de formation spécifique. Ils sont des infirmiers lambda et ils apprennent le métier en situation professionnelle, sur le terrain. Donc la demande qui m'avait été adressée, c'était de travailler avec eux sur leur expérience, sur leur histoire en tant qu'infirmiers, pour mieux mettre à jour les savoirs infirmiers en psychiatrie. Donc l'idée, c'était de transmettre, d'être capable, à travers des récits qui ont été essentiellement des récits de pratique, de dégager ce qui fait la spécificité des savoirs que les infirmiers mobilisent en situation, essentiellement dans la relation de soins aux patients. C'est ce qui fait la spécificité, enfin la caractéristique essentielle de leur métier, en dehors des actes techniques de l'infirmier qu'on connaît et qui sont bien délimités. Voilà, donc ça a donné lieu à un certain nombre de textes de mise en récit, de mise en mots de l'expérience, puisque le récit est un support privilégié qui permet justement
la mise en mots de l'expérience par la personne elle-même. Alors donc, ces remarques posent la question donc, des dispositifs d'intervention dans lesquels on se situe. Donc, ce sont des formes d'intervention qui sont essentiellement au service des personnes, de leur compréhension, de leur développement, dans une perspective de changement, d'évolution, d'orientation. Ce qui fait la différence par rapport à un dispositif de recherche et un dispositif de formation, c'est qu'on n'est pas centré sur l'objectif du chercheur qui est de mettre à jour, de produire un certain nombre de connaissances, mais on est plutôt centré sur la dynamique individuelle, la dynamique des personnes pour mieux leur permettre de comprendre et de s'approprier les étapes de leur histoire, les éléments d'expérience, leur passé, de revisiter leur passé, de le questionner. Donc on distinguera bien, comme le fait Michel Legrand, des récits de recherche et des récits d'intervention qui se mettent en priorité au service des personnes qui se racontent et visent à obtenir, au bénéfice de celles-ci, un effet de changement et de transformation. Donc, ça c'est le premier point. Donc les différentes questions à se poser quand on est dans tout dispositif de recueil de récits, je pense que ça vaut pour toutes les personnes qui sont en situation de collecter des récits, c'est à quelle fin le récit de vie est-il sollicité ou produit. C'est une question fondamentale. Pourquoi je demande à des gens de se raconter et de raconter des éléments de leur expérience? À quelle fin? Dans quel cadre? S'agit-il d'un cadre de formation, de recherche, de travail social? Les travailleurs sociaux, par exemple, sont des professionnels qui sollicitent largement les parcours des individus, soit pour mieux comprendre, soit pour mieux pouvoir leur attribuer des aides, ou pouvoir prendre des décisions extrêmement importantes, comme faut-il placer des enfants, quel est le niveau de dangerosité dans une famille, et qui va décider ou non du placement des enfants. Dans toutes ces situations sociales, le professionnel, finalement, recueille des éléments de récit dans un but et une finalité, qui peut être extrêmement différente, mais qu'il importe de comprendre, puisque le récit, par définition, est un récit toujours adressé, c'est-à-dire qui est déterminé par la personne à laquelle il s'adresse et par ce que la personne entrevoit de l'usage qui va être fait des éléments qu'il va délivrer. Donc, dans quel dispositif on est, quelle question, de qui émane donc la demande de recueil du récit. Donc là, je pense que pour les collecteurs de mémoire, c'est important de poser la question qui est à l'origine de la demande. Est-ce que vous avez été sollicité par quelqu'un qui veut absolument transmettre quelque chose, qui est venu vous voir, etc. Ou est-ce que c'est vous qui avez l'initiative d'aller interroger des personnes de votre quartier ou des immigrés de même origine que vous et qui, pour les gens qui sont d'origine étrangère, et donc ça c'est tout à fait fondamental puisque si vous voulez, toutes ces questions aident à comprendre ce qui va déterminer le contenu du récit et le contenu donc de ce qui va être adressé à la personne qui le sollicite. Donc, en réponse à quelles questions, en vue de quels résultats et de quels effets escomptés, donc la question des finalités, de la finalité pour laquelle on sollicite le récit est tout à fait fondamental, le but, et qui sera destinataire du récit, pour quels usages, et là on voit si l'usage est la diffusion publique à travers un film, etc., c'est sûr que c'est pas la même chose que si on est dans un cadre de confidentialité où la personne aura tout à fait d'autres réactions. Et donc le récit, à partir de la même histoire, va être totalement différent selon l'adresse et selon ces contextes. Donc, qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qui est visé à travers le récit? Qu'est-ce que l'on cherche à produire pour la personne en situation duel ou en groupe? Donc il y a aussi tout un tas de choix méthodologiques à faire. Est-ce que je rencontre la personne?
tu l'as signalé, est-ce que je rencontre la personne seule dans une relation duel ou est-ce que je privilégie une situation de groupe qui va donc permettre des interactions entre les membres et permettre certainement une élaboration plus importante, des questionnements et des résonances, hein, puisque quand on recueille des récits en situation de groupe, hein, ce qui est le cas en situation de formation, on voit que ça démultiplie complètement les effets et les résonances. Hein, le phénomène des résonances est extrêmement important, c'est-à-dire que je vais raconter mon parcours en ayant entendu déjà ce que d'autres ont pu dire dans la même situation et je vais pouvoir donc moi-même interagir avec ma représentation et apporter des éléments nouveaux. Et en termes d'analyse aussi, ça produit beaucoup plus d'éléments. Donc, hein, dans les groupes de formation, hein, les propositions de récit de vie visaient généralement à analyser son parcours, les choix d'orientation, les engagements et les valeurs, effectivement, pour mieux comprendre le positionnement de chacun. C'est-à-dire que là, l'objectif était véritablement, à partir du moment où on développe une écoute des parcours tels que la personne ou les personnes se racontent, ça permet de mieux aborder la manière dont la personne se positionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sollicite le passé, le récit, mais pour mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui de son positionnement. Alors moi, dans une perspective plus sociologique, je dirais, son positionnement à la fois social, professionnel et personnel, individuel. Donc, dans ce cadre, hein, les récits élaborés oralement et en groupe devenaient un travail spécifique que l'on définit à partir de questions qu'il convient de se poser quel que soit le contexte de l'intervention. Donc, je reprends ces questions-là parce que c'est des questions transverses à tout intervenant hein, qui recueille des récits. Qu'est-ce que je cherche à mettre en évidence en demandant à la personne de se raconter ? À quel processus je vais m'intéresser, qu'est-ce que je vais lui restituer. La question de la restitution est tout à fait importante. Hein. On n'est pas là que pour prendre des informations, mais on sait que le récit s'élabore en co-construction entre l'intervenant et la personne interviewée, enfin, la personne sollicitée. Donc, c'est important, la question de la restitution est tout à fait déterminante. Et se pose aussi la question de quelle écoute, à travers tout ça, donc quelle écoute, quelle lecture du récit je vais développer, je vais proposer. C'est-à-dire que tout récit prend son sens aussi à partir de ce que l'on cherche à mettre en évidence, hein, le processus vraiment... Hein, ça ne suffit pas de dire je veux recueillir le parcours des migrations de tel groupe de personnes. Hein, ou plutôt, il est important de réfléchir à qu'est-ce que ça met en jeu un parcours d'immigration, qu'est-ce que je vais traiter, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces parcours-là, et donc quel type d'expérience de l'immigration je veux pouvoir mettre en évidence dans mon recueil de récits. Ce ne sera pas pareil d'interviewer quelqu'un sur qui a une perspective donc qui vit en France par exemple pour des raisons politiques ou de résistance au fascisme dans le cas de l'immigration italienne par exemple que des personnes qui sont venues en situation de recherche de travail plus ce qu'on appelle l'immigration économique. Donc voilà, s'interroger un peu sur ces questions-là. Voilà. Et donc la question aussi de savoir quelle écoute, quelle lecture hein, on va proposer au récit. Hein. Donc comme forme de discours, le récit est un moyen très puissant, donc ça va être un peu le deuxième point, hein, c'est en quoi le récit de vie est un moyen très puissant pour accéder à l'histoire individuelle et collective. Donc pour comprendre en quoi hein, c'est un moyen très fort, il faut s'attacher à analyser la spécificité de cette forme de discours, hein, puisque le récit, on vous le dit, est essentiellement... Hein, on n'a pas accès à l'histoire à travers des documents, des archives. Ici, on parle beaucoup d'archives orales, etc. Là, c'est pas du tout ça. Quand on veut comprendre quelque chose à l'histoire de quelqu'un, on a uniquement le discours qu'il nous produit dans une situation donnée.
Voilà, donc la question c'est de savoir quelle écoute, à partir de quelle écoute je vais essayer de comprendre et de démêler un certain nombre de choses dans son parcours. Donc pour cela, il faut s'attacher à analyser donc la spécificité de cette forme de discours. Le récit donc comporte toujours une double dimension qu'il faut prendre en compte, hein, c'est-à-dire le récit de vie désigne toujours deux registres très différents, c'est-à-dire qu'un récit est toujours composé de faits et de significations. Donc c'est bien deux ordres d'éléments différents, des faits et des significations, des événements et du sens. Et ça, on l'a encore mieux compris avec les apports de la narratologie, hein, qui a été élaboré par, en particulier, l'apport de Ricoeur. Hein. Ricoeur donc définit le récit comme une suite d'événements auxquels le narrateur attribue un sens. En gros, hein. Le récit est une... Alors il dit plus précisément, le récit est une suite d'événements mis en intrigue par le narrateur lui-même. Hein. Donc ça c'est tout à fait important, c'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un qui vous raconte son histoire, vous avez les faits historiques qu'il a vécus, hein, qu'il a traversés, mais vous avez en même temps la manière dont il le présente et le sens qu'il donne à ce récit. Hein. C'est donc la question de la mise en intrigue. Donc, on a l'histoire vécue à travers les événements évoqués. Hein, donc, c'est bien, on a bien accès à des éléments de l'histoire individuelle qui renvoient à l'histoire collective, hein, puisque là, l'historien est capable d'entendre en quoi la personne, l'histoire qui est racontée n'est pas que une histoire singulière, anecdotique, personnelle, mais en quoi cette histoire-là fait écho, rencontre, reproduit des processus qui sont communs à d'autres personnes qui ont vécu la même période historique, la même expérience. Voilà, donc on a bien accès à une histoire vécue à travers les événements évoqués. Mais on a accès aussi au récit de l'histoire qui est produit par celui qui raconte cette histoire-là. Hein. Donc là, il y a une différence effectivement entre les différents témoins, on dirait, parce que chacun peut raconter la même histoire vécue, mais avec un vécu justement qui est différent. Et donc un sens différent qu'il attribue à la même histoire vécue. Et donc, voilà, donc ça veut dire que le récit est toujours composé de deux registres, un registre à la fois d'éléments, une dimension objective et une dimension subjective. Donc selon la perspective de l'intervenant, hein, donc là ça renvoie à la posture de l'intervenant, à ses objectifs, on va privilégier l'un ou l'autre de ces registres. Hein, donc l'historien va plutôt s'intéresser à la réalité des faits présentés, alors que le psychosociologue, en l'occurrence, qui développe plutôt une écoute clinique, hein, centrée sur le sujet, sur son évolution, ses représentations, ses attitudes, ses convictions, ses valeurs, et les contradictions auxquelles il est confronté, hein, puisque vous voyez, derrière toutes ces recherches, la question aussi, c'est à quelle conception du sujet de la personne on se réfère. Hein, parce que quand on est un témoin, enfin, même quand on considère, enfin, on a un témoin face à soi, une personne qui se raconte, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans le fonctionnement de cette personne, ou quelle représentation on a pour mieux comprendre le récit qu'il va produire. Donc, le psychosociologue s'intéresse, dans cette perspective d'écoute clinique, centré sur le sujet, sur ses contradictions, hein, puisque on est tous faits de multiples contradictions. C'est-à-dire que dans un récit, on peut très bien développer une idée et quelques temps après, finalement, aborder une autre façon de voir les choses, hein, qui ne sont pas forcément d'une grande cohérence. Encore que, là, ça nous ramène à autre chose, mais enfin, au fait qu'un récit se veut toujours, justement, dans une grande cohérence. Donc, s'intéresser à ça, pour le psychosociologue, c'est donc comprendre la position du sujet en la resituant dans un contexte socio-historique. Hein. Donc, on s'intéresse aux faits, à l'histoire vécue, mais on s'intéresse, on écoute en même temps
quelle est la position de cette personne, hein, que là on considère plus comme, non pas comme un individu social ou historique, mais on va le considérer plus comme un sujet qui tente de rendre compte de son expérience, de sa vie, des épreuves qu'il a traversées. Alors, on se centre sur la dimension du sujet, mais sans oublier que ce sujet évolue dans un contexte socio-historique. Donc, dans les récits de vie, donne toujours accès, et on peut développer, on a intérêt pour mieux comprendre d'ailleurs le discours qui est tenu, même s'il est sur une expérience des plus personnelles, on privilégie toujours, dans un premier temps, la dimension historique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est psychosociologue ou même psychologue que l'on ne fait que s'intéresser à la dynamique personnelle, individuelle, disons dans un vide socioculturel, pas du tout. Là, on interroge plutôt un discours subjectif, personnel, mais à partir de la dimension historique qui traverse l'histoire. Donc, en quoi cet individu est traversé par une histoire qui l'a déterminé, qui l'a fortement orienté, voilà, les phénomènes de génération qui définissent nos points de vue, nos conceptions, notre rapport à la vie, les expériences qu'on a connues, etc. Donc, on privilégie la dimension historique. Enfin, une lecture historique est toujours importante pour comprendre le récit produit. La dimension sociologique, puisqu'on a affaire à des acteurs sociaux qui sont déterminés par leurs origines sociales, familiales, historiques. Donc, comprendre à partir de quoi la personne s'est construite et donc énonce sa propre position. Donc, ça, c'est tout à fait déterminant. Mais on ne considère pas les individus comme totalement déterminés, aussi bien par l'histoire que par le social. On les considère aussi, dans une perspective psychosociologique, comme des individus qui dans cet ensemble de détermination sociale, ont tout de même tissé une vie totalement personnelle. Et on fait des choix. Et pour mieux comprendre un peu cette approche, on pourrait dire que je pourrais me référer à une citation de Vincent de Gouljac, qui a beaucoup travaillé sur cette approche biographique, l'approche des récits de vie, où il dit « L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet ». Donc c'est tout à fait l'approche, vous voyez, la conception du sujet, de la personne que l'on interroge, dont on recueille le récit, de le comprendre comme un individu produit de l'histoire, donc déterminé par l'histoire qu'il a vécue, une histoire donc, qui n'est jamais qui est toujours une histoire sociale, familiale et collective et institutionnelle, tous les univers de vie que la personne a traversés, qui vont déterminer son positionnement. Mais dans cet ensemble de détermination, l'individu, selon une conception plus sartrienne, dispose d'un espace de liberté qui fait que voilà, il cherche à devenir le sujet, c'est-à-dire à mieux de cette histoire, à mieux s'approprier, à mieux comprendre lui-même sa propre dynamique. Et on opère également dans le récit, ce qui aide aussi à lire le récit produit par les personnes, c'est la dimension narrative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la dimension narrative? C'est que, comme je l'ai déjà précisé, on recueille un récit qui obéit à un certain nombre de règles qui conduisent à une certaine forme de discours. Alors, ces règles et ces formes de discours ont été largement développées donc, par Ricoeur, en particulier, et c'est ça qui permet de mieux analyser ce qui se joue dans l'acte de se raconter. Donc Ricoeur, qui reprend d'ailleurs Aristote, dit bien que le récit est une construction donc, où on a un début, un développement et une fin. Ce qui est très important quand on écoute un récit, c'est de laisser se dérouler le récit et de voir où nous mène
personne qui nous raconte quelque chose de son expérience. C'est-à-dire, Ricoeur dit, c'est le point final qui donne sens au récit. C'est-à-dire que dans cette construction très élaborée, qui fait qu'on développe différents éléments du récit, toute une chronologie, ce qui permet de mieux comprendre la position de la personne et son expérience, c'est la manière dont le récit va être, à quoi le récit va aboutir. C'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un qui raconte une histoire, on est toujours en situation de se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, à quoi elle veut me conduire, quel est l'enseignement qu'elle va tirer de ce qu'elle a vécu, puisque là c'est donc tout récit, et comme, on peut l'entendre comme un conte, où il y a toujours la morale de l'histoire à la fin. Donc, qu'est-ce que la personne ne se contente pas de mettre bout à bout des éléments vécus, mais va mettre en sens, il y a une mise en récit et une mise en intrigue, donc je le répète, qui fait que la personne va tirer les enseignements de son parcours, de son récit à la fin. Et ça, c'est important à entendre. Voilà. Donc la difficulté, par exemple, à laquelle on peut être confronté quand on interroge certaines personnes, c'est quand le récit se limite à une suite de faits sans relief, sans incident ni rebondissement, puisque ça c'est aussi des éléments de la narratologie, c'est que le récit il est construit, on raconte ce qui vaut la peine d'être raconté, on ne raconte pas des choses qui sont très souvent, le récit s'appuie sur des événements marquants, sur donc des rebondissements, puisque la vie ne coule jamais comme un fleuve tranquille, malgré ce qu'on dit. Ce qui fait objet de récit du point de vue donc, du narrateur, c'est souvent entrecoupé de rebondissements, de péripéties et de rebondissements. Et c'est ça qui importe, donc de rupture, voir en quoi la personne dans son récit introduit des ruptures. Voilà. Et autre élément aussi, ce sont les questionnements personnels qui peuvent... c'est-à-dire que l'activité de récit est une activité réflexive, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on se raconte, on re-raconte un vécu, et dans le fait de re-raconter, si vous voulez, on est bien dans une position de distance, de mise à distance par rapport à son expérience, à son vécu, très souvent, et on est donc dans un processus d'élaboration et de... voilà, qui peut se poursuivre, qui aboutit aussi au fait que selon le moment, alors c'est quand même important là aussi par rapport à ce qui a été présenté, c'est-à-dire selon le moment où on raconte son histoire et le destinataire auquel on s'adresse, les mêmes faits vécus vont être présentés de manière différente, vont peut-être même aboutir à des versions différentes de l'histoire. Donc, effectivement, il peut y avoir, selon le moment, alors pour la personne qui raconte, selon là où elle en est, par exemple, de demander à des personnes de raconter leur vie professionnelle, c'est pas la même chose si on est en plein développement professionnel, ascension de carrière, etc., ou si on est au chômage. Si on est au chômage, il bien que revisiter son parcours de manière beaucoup plus... dans une version qui sera plus sombre, certainement, parce que l'idée, c'est toujours, finalement, si j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avant qui peut permettre de comprendre là où j'en suis aujourd'hui. Alors que si on est en plein développement professionnel, on sera amené à revisiter son histoire, vous voyez, dans une perspective complètement différente. Donc ça, c'est quand même très important quand on écoute un récit, quand on le sollicite, d'être attentif au vécu associé et aux sentiments associés au vécu par les personnes qui se racontent. Alors, je vais faire un petit peu plus vite. Donc, alors, je disais, il y a donc deux registres dans le récit. Alors, ces deux registres, alors là, j'ai parlé de certaines dimensions, mais les sociologues ou les psychologues les ont désignés aussi de manière différente. Par exemple, une première formulation
prise de Claude Abastado. Alors il y a une bibliographie que je fais circuler, enfin qui a été photocopiée, donc les auteurs que je cite, vous aurez la référence dans la bibliographie. Donc lui, pour parler des deux registres à prendre en compte dans le récit de vie, il dit « Les renseignements qu'apportent les témoignages et les récits de vie se limitent bien entendu à l'histoire du présent et d'un passé récent. Ils ont trait aux usages, croyances, rituels, pratiques institutionnelles du groupe social auquel appartient le locuteur, et d'autre part à des événements personnels minuscules, sans impact historique, mais valant comme symptôme de la mentalité de l'époque. » Donc, pour lui, vous voyez, dans tout récit, il y a à la fois une histoire collective, voilà, qui peut porter sur des usages, des croyances, des rituels, des pratiques institutionnelles, et il y a ce qu'il appelle des événements biographiques minuscules, qui sont plus, ce qu'on va appeler des éléments biographiques individuels. Voilà, c'est pas du même ordre. On peut se référer aussi aux travaux de Demézières et Dubar, qui, eux, ont conduit de nombreux entretiens biographiques, et ils considèrent que ce type d'entretien correspond à une mise en mots du monde social et du monde personnel. C'est-à-dire que dans le récit, ils voient très bien le fait que la personne rencontre, donne à entendre un monde social, le monde social dans lequel la personne évolue, et un monde personnel. Raconter, voilà ce qu'ils disent, raconter, c'est dire le monde dans lequel on vit et on a vécu, le monde auquel on croit, qui est aussi son monde. Il s'agit bien d'un monde social, puisqu'il est dit avec des catégories et donc des mots socialement partagés. Voilà, c'est tout aussi bien un monde personnel, puisqu'il implique une sélection parmi toutes les catégories de mots disponibles, une expression de ce qui fait sens pour soi. Voilà, on peut se référer aussi à Olivier Schwartz, où lui, il définit les deux registres de récits biographiques comme un univers de vie, un univers de sens. Les entretiens biographiques sont en effet des outils d'enquête particulièrement efficaces et précieux pour explorer de manière approfondie des questions comme les conditions d'existence, les expériences sociales, les pratiques, les formes de vie d'une catégorie donnée d'entités, c'est-à-dire pour étudier cet ensemble de réalités indissociablement objectives et subjectives qui constituent ce que l'on pourrait appeler les univers de vie des individus. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Si vous interrogez des personnes qui racontent, des personnes qui sont dans un même contexte et qui racontent leur expérience, leur parcours, ça vous donne tout de suite accès à un univers social. En peu de mots, un récit décrit très très bien quel est l'univers social ou l'univers professionnel dans lequel intervient la personne. Il suffit de quelques mots pour... voilà, par exemple, là, dans ces textes, une des infirmières en psychiatrie qui décrit sa première jour de travail à l'hôpital il y a 30 ans, elle dit « Ma première journée était très confuse. On me remet un énorme trousseau de clés en me prévenant de ne pas les garer. On me colle sur le dos une blouse blanche, puis on me dit « Viens avec nous compter le linge. 1, 2, 10, 100. » La rencontre est brutale. Je suis rapidement réveillée, bien qu'il soit 6 heures du matin. Je me trouve face à une montagne de draps pisseux, à des tas de chemises pour incontinents, à mettre par paquet de 10. Une odeur de lilas. Voilà. Les infirmières, les vraies, les diplômés m'emmènent faire les toilettes. Je me trouve face à des hommes et des femmes nus que je ne connais pas. Certains sont récalcitrants, etc., etc. Donc vous voyez, en quelques lignes, on est tout de suite projeté dans ce qu'était un service de psychiatrie il y a 30 ans. Voilà, et l'univers professionnel que rencontre cette jeune infirmière. Voilà, donc on a à la fois un univers social professionnel et on a à travers ce qu'elle raconte aussi la façon dont elle le vit. Vous voyez, et comment elle-même, elle est marquée, touchée par ce contexte. Alors, autre élément sur l'approche narrative, c'est considérer que le récit n'est jamais, la narration, donc, ce n'est jamais de l'ordre du déjà là, ou
ou de quelque chose qui est présent dans l'esprit de la personne et qu'il suffirait de lui poser une question pour que on ait accès à ce qui fait histoire ou ce qui a fait expérience pour elle. Hein. Donc la question du récit, ça pose toujours la question de l'élaboration. Et quand on est donc, et du temps qu'il faut pour élaborer quelque chose de son expérience. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quand on fait le montage, si vous voulez, ou quand on recueille un récit, on commence à raconter quelque chose, la personne commence à développer une idée, etc. Et puis elle-même, en se racontant, elle pense à ce qu'elle dit, etc. Et ça peut être peut-être un quart d'heure après qu'elle va repenser, ou si vous lui posez une question, elle va repenser à cet élément-là qu'elle n'avait pas eu le temps de véritablement mettre en mots, de comprendre, d'élaborer, de formuler, et donc la personne va le formuler après. Donc ça, c'est aussi important, le temps qu'il faut pour que la personne puisse réellement donner à entendre des éléments significatifs de son expérience. Alors, là, il me reste très peu de temps, donc choix. Bon. Alors, je vais peut-être passer à aborder la question de la fiction. J'ai encore quelques minutes. Hein. Donc, la question de la fiction, de la validité du témoignage, hein, c'est voilà, une question qu'on pose effectivement hein, quand on est dans une perspective plutôt donc, de recueil de l'histoire, de la mémoire. Hein. Alors, moi, on parle de l'hypothèse hein, que dans tout récit, d'ailleurs avec la narratologie, etc., dans tout récit, il y a reconstruction de l'histoire. L'histoire, elle n'est jamais présente là, prête à être abordée. Elle n'existe pas en soi, elle n'existe, l'histoire des personnes, et donc leurs souvenirs et leur mémoire, n'existe que comme une reconstruction. Ça veut dire que la personne qui se raconte choisit des éléments à raconter, elle en occulte ou elle en oublie ou elle ne veut pas en présenter d'autres. Donc le récit, le sens du récit intervient à partir des faits évoqués, mais il est important aussi peut-être d'entendre ce qui n'est pas dit ou d'entendre que là elle n'a pas fait référence à tel autre acteur, à telle autre situation. Hein, donc voilà, donc le récit est toujours une reconstruction de ce point de vue-là. Il est aussi une reconstruction l'idée donc m'échappe, c'est pas grave, je y reviendrai. Donc on choisit des éléments et on choisit aussi de donner une certaine version de son histoire, hein, ça je l'ai dit. Donc, la question donc, de la mise en scène, bon, et dans le récit, il y a toujours une mise en scène de soi, une façon de se présenter, hein, et donc qui pose la question de la véracité des faits rapportés, hein, auxquels les historiens sont extrêmement sensibles. Nous, on l'est un peu moins, puisque... mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que même Lanzmann, vous voyez bien, dans son œuvre, hein, tu as bien dit, il cherchait moins à s'intéresser aux faits qu'à la description telle que la personne la restitue, hein, ce qui est quand même important. Donc, on peut dire, hein, en reprenant aussi les termes d'un auteur Abbastado, quant à la véracité des témoignages, à l'exactitude des faits rapportés, elle est toujours aléatoire, hein, quelles que soient les circonstances. Hein, l'exactitude des faits rapportés est toujours aléatoire. L'instruction judiciaire ne l'oublie jamais. Hein, d'ailleurs, voilà. Le chercheur doit en tenir compte. Non qu'un informateur mente délibérément, mais il tend à donner au passé les couleurs de son désir. Donc ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que ne pas considérer qu'on est dans le mensonge ou que la personne est de mauvaise foi ou qu'elle vous raconte des histoires pour vous raconter des histoires, hein, ça peut arriver, mais la plupart du temps, si vous voulez, on considère qu'il y a une dimension un peu fictive, un peu de reconstruction dans le récit, puisque la personne cherche à donner d'elle-même une certaine image qui soit satisfaisante à ses propres yeux. Hein, donc, ce qui fait dire à Abbastado que
la personne tente à donner au passé les couleurs de son désir. C'est-à-dire, voilà, où il dit encore, où il conforme son témoignage à un discours reçu et autorisé, celui de la rumeur ou des médias, le prêt-à-porter de la mémoire. Ça, c'est quand même très important dans les collectes de mémoire, c'est que les témoins, certains témoins se sentent obligés, contraints de représenter une certaine image. Alors par exemple, je sais pas, quand on travaille sur des récits de déportés, c'est-à-dire c'est comme s'ils avaient une mission de délivrer une certaine image du déporté, un certain type d'expérience. Donc ils s'interdisent en quelque sorte d'apporter un peu leur témoignage personnel et ils vont se limiter à une histoire un peu convenue, voilà, ce qu'il appelle le prêt-à-porter de la mémoire. Donc, dans se raconter, il dit encore, il s'agit moins de retrouver le passé que de faire exister ce qu'on affirme pour se donner une identité. Donc, ça, c'est quand même... dès lors, tous les écarts par rapport aux faits, donc il y a bien écart par rapport aux faits, les omissions, les ajouts ne sont ni des mensonges, ni de simples erreurs. Les jeux de la mémoire et de l'oubli, le maquillage des souvenirs dessinent une image du locuteur conforme à son idéal. C'est-à-dire qu'en fait... Si vous voulez, ce qui est quand même important, c'est ne pas se situer dans une perspective de suspicion de la personne qui est face à vous, en disant, voilà, il est de mauvaise foi, il me raconte des bobards, ou alors il se la raconte, comme on peut dire aussi, mais plutôt se situer dans une perspective de compréhension, se poser la question, pourquoi se présente-t-il sous cette forme-là, pourquoi présente-t-il son histoire en ces termes-là, qu'est-ce qu'il cherche à démontrer, à montrer, en quoi il cherche à me convaincre, qu'est-ce qu'il cherche à transmettre à travers cette réalité-là, et donc quel est le sens qu'il veut donner à son histoire. Donc nous, par rapport aux historiens, on n'a peut-être pas accès à une vérité historique, mais on s'intéresse plus à ce qui constitue une vérité du sujet. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que la personne tient à mettre en évidence et en quoi elle présente une image, elle tient à présenter une certaine image d'elle-même, à se construire à travers le récit une certaine identité recevable pour ceux qui l'écoutent ou recevable pour ceux qui vont... être destinataire de son récit. Vous voyez, c'est bien la situation d'interlocution et la situation de diffusion du récit qui vont déterminer ce que la personne va présenter de son histoire. Donc, alors la question de la transmission, j'ai encore 2 minutes. Sur la question de la transmission, s'il vous plaît, ou alors on peut le faire sous forme de question. Juste la question de la transmission, si vous voulez, c'est plutôt des questions à se poser, je ne pourrais pas le démontrer, mais Claire définit la mémoire est un matériau transmissible. Moi, je poserais la question, à quelles conditions un témoignage, un récit peut-il transmettre, être un moyen de transmission, parce que ça ne suffit pas de considérer que c'est un moyen c'est un matériau transmissible, et bon, la première question à se poser, c'est que s'agit-il de transmettre, qu'est-ce qu'on cherche à ce que les personnes racontent voilà, est-ce que c'est une histoire individuelle, collective, une culture, des traditions, des pratiques, des savoirs, des savoir-faire, donc toujours voilà, une expérience. Et pour mieux comprendre un peu ce qui se joue dans la transmission, je voulais me référer, mais je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage La traîne sauvage, qui est aussi un récit d'expérience de la déportation de Rosine Crémieux, mais elle a écrit ce livre à 2 voix avec Pierre Sullivan, un collègue psychanalyste, c'est dans la bibliographie. Et elle pose naturellement, dans le cas de l'expérience de la déportation, la question de qu'est-ce qu'on peut transmettre de cette expérience qui est définie comme ayant une dimension irreprésentable, non formulable, non transmissible. Donc voilà comment voilà, tous les ouvrages sur ce qu'on appelle la littérature de l'extrême, c'est-à-dire
soit les récits de déportation, les récits de viol, les récits de génocide du Rwanda par exemple, etc., sont très intéressants à étudier parce que justement ça met en évidence des phénomènes à l'œuvre dans tout type de récits, mais qu'on n'a pas, voilà, qui sont là de manière exprimés de manière beaucoup plus forte. Alors elle dit donc son désir à travers cet ouvrage, un désir de transmettre, mais pas simplement de raconter. Elle dit aller au-delà du récit de l'expérience pour le transmettre. Voilà, pour essayer de transmettre quelque chose qui est incommunicable, irreprésentable. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que certains auteurs considèrent que, comme Georges Semprin, hein, dans l'écriture ou la vie, il dit bien que justement pour transmettre quelque chose de l'expérience de la déportation, de l'extermination, il faut pouvoir raconter, il faut passer par le détour de la littérature et de l'écriture littéraire. C'est-à-dire que l'écriture stricte qui serait un récit, sans des faits rencontrés ne parviendrait nullement à rendre compte de la vérité essentielle de l'expérience de la déportation, hein, qui est par définition. Voilà. Donc c'est pour ça que le détour par les littératures, donc par la fiction, est totalement nécessaire pour accéder à ce qui fait l'intérêt, le cœur de l'expérience de chacun. Donc moi je ne me méfierais pas je veux dire, par rapport à une position plus académique, historique, etc. Je ne pense pas qu'il faut se méfier des passions, de la fiction dans le récit. Il faut plutôt l'entendre comme un moyen, une tentative pour la personne d'essayer de communiquer quelque chose. L'expérience est par définition intime et difficilement mise en mots. Enfin, on a du mal, hein, quand on interroge même sur le travail, par exemple, hein, les gens qui recueillent des expériences, des pratiques de travail, savent bien que les gens qui ont beaucoup d'expérience, c'est très difficile d'arriver à leur faire nommer ce qui constitue leur expérience. Donc pour transmettre ces éléments-là, c'est vrai que le détour par l'écriture plus inventive, littéraire, imaginaire, où l'imaginaire est présent, permet beaucoup plus d'accéder à cette expérience-là. Donc voilà, c'est important. Donc elle dit bien, donc là je reviens à Roselyne Crémieux, un simple récit témoignage, entre guillemets, ne m'a pas paru suffisant. J'ai toujours été convaincue que les mots ne pouvaient que décrire, ils ne pourraient jamais transmettre ce que j'avais vécu. Vous voyez là aussi, voir la différence entre décrire et transmettre quelque chose d'un vécu, hein, surtout quand c'est un vécu particulièrement douloureux. Voilà. Ça pose aussi la question comment, effectivement, quand on accède à ce type de récit, on est immanquablement confronté à la question de l'émotion. Puisque, comme dans Shoah, le propos de Lanzmann, c'est bien de faire revivre quelque chose de cette expérience. Et donc, tout acte de raconter, de se raconter, est une situation où les personnes revivent quelque chose qu'ils ont rencontré. Et donc, quand ce vécu qui est restitué renvoie à des épisodes douloureux, l'émotion surgit. Et donc, on peut être confronté à quelqu'un qui, effectivement, pleure, est très ému. Et je pense que là aussi, c'est important de poser la question de l'émotion, non pas en se disant oh là là, dans quelle situation je l'ai mise, oh là là, qu'est-ce que j'ai fabriqué là, qu'est-ce qui fait que. Voilà, mais plutôt de comprendre que c'est lié justement à cette situation où on revit l'expérience et que c'est la condition pour que la personne puisse produire un récit qui lui apporte à elle aussi, d'abord qu'il y a un récit qui permet cet phénomène de transmission, qui s'inscrit dans une perspective de transmission, parce que là, si vous voulez, le témoignage, hein, la personne qui recueille le récit
lui-même est, comment dire, ce moment d'émotion est un moment qui fait sens très fortement. Donc l'émotion est toujours, dans le recueil du récit de vie, est toujours un moment de questionnement. Questionnement pour celui qui reçoit le récit, mais questionnement aussi pour celui qui se raconte. Et donc, à travers, si la personne accepte finalement de se laisser traverser par cette émotion, ce qui n'est pas le cas dans toutes les situations de témoignage, ça signifie que la personne elle-même est dans un travail d'élaboration et de retour elle-même sur son expérience qui peut à chaque fois l'ouvrir sur des dimensions différentes. Donc c'est un... comment dire, on est en présence d'un récit qui n'est pas figé, qui n'est pas répétitif. Hein. Donc là, ça renvoie à ce que Régine Weitreter a aussi développé dans cet ouvrage, qui s'appelle « Sortir du génocide, témoigner pour réapprendre à vivre ». Elle distingue bien deux types de récits. Les récits figés, où les personnes, même très longtemps après, répètent toujours la même version de ce qu'ils ont vécu, même si c'est surtout si c'était, enfin c'est pas surtout, mais notamment dans le cas de vécu traumatisant, de trauma, comme s'ils étaient restés figés sur le trauma, que rien n'avait bougé et que comment dire, mais en fait ils sont dans une position très défensive et où ils n'arrivent pas à s'approprier finalement et à dépasser ce moment de sidération, ce moment de choc qu'ils ont vécu, et donc ils répètent toujours un récit qui se présente dans des termes extrêmement figés. Et elle oppose ce type de témoignage à un témoignage plus élaboratif, hein, où la personne accepte à chaque moment finalement d'ouvrir son récit sur d'autres questions, sur d'autres éléments, dans l'interrelation avec la personne qui l'interroge. Donc voilà, en quoi c'est important d'être aussi sensible à ces phénomènes-là, hein, donc, et à comprendre hein, quel est le rôle de l'affect et de l'émotion en particulier, non pas pour aller comme malheureusement on le trouve, enfin, comme ça se passe dans dans un usage très instrumentalisant des récits, hein, où vous avez des personnes qui en interrogent d'autres pour aller là où ça fait mal, là où ça peut être saignant, là où on va faire du spectacle avec les affects, hein, mais c'est plutôt comme ici l'émotion a un statut complètement différent, hein, qui est voilà, d'accueillir, hein, pour celui qui recueille, c'est accueillir l'émotion comme étant un élément de sens et un élément et une question qui va faire avancer la personne, hein, parce qu'elle-même, elle comprend à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a encore quelque chose qui est vivant là et de douloureux qui est encore présent, et c'est le retour sur cette expérience-là, si vous voulez, qui permet à la personne de pouvoir avancer. Voilà. Donc je vais peut-être... Bon, alors tout ça pour dire que le statut du récit, hein, l'intérêt du récit à la première personne, hein, c'est un enjeu épistémologique déterminant pour les sciences humaines et sociales, hein, c'est-à-dire ne pas se méfier, hein, de tous ces aspects subjectifs, fictionnels, reconstruction du récit, mais au contraire savoir comment les reprendre à son compte pour mieux enrichir l'histoire que l'on cherche à reconstruire avec la personne.